bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos conférences. Alors, nous sommes en direct ce soir, à la fois sur la chaîne YouTube de cybermalveillance.gouv.fr et sur le site de l'Internaute. Alors, je suis Caroline Moulin-Schwartz, j'anime des conférences en cybersécurité. Et ce soir, je vais vous accompagner sur le sujet des fraudes bancaires, un sujet de plus en plus d'actualité qui fait la une des journaux et des télévisions. Et encore ce week-end, si vous ne l'avez pas vu, la une du Parisien. Alors, une fraude bancaire toutes les 4 secondes en France, ça interpelle. Alors, quelles sont les techniques des cyberfraudeurs? Comment s'en prémunir? Quels sont nos recours si nous sommes victimes de ce type de fraude? Eh bien, nous allons répondre à ces questions dans un premier temps, lors d'une table ronde, et nous répondrons ensuite à vos questions. Alors, questions que vous pouvez dès à présent écrire dans le chat, et soyez attentifs car nous allons vous poser 3 questions, nous aussi, tout au long de la conférence, et nous vous donnerons les résultats du sondage à la fin de la table ronde. Mais avant cela, nous avons le plaisir de retrouver nos 3 intervenants. Tout d'abord, Paul-Olivier Gibert. Bonsoir, Paul-Olivier. Bonsoir, Caroline. Vous êtes le président de la FCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données personnelles. Alors, j'imagine que l'actualité est toujours aussi chargée pour vous en ce moment. Elle est effectivement assez chargée pour nous. Bon, ensuite, Raphaël Barthelmé, bonsoir et merci beaucoup d'être présent parmi nous. Vous êtes responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir. Alors, je pense que tout le monde connaît l'UFC Que Choisir. Mais en revanche, plusieurs facettes pour vous que vous pouvez peut-être nous rappeler. Alors, l'UFC Que Choisir, c'est une association de défense des consommateurs. Nous sommes aussi un média avec des publications, avec un site internet. Mais c'est la défense des consommateurs qui nous mobilise à Paris, mais aussi partout en France, au travers de nos structures. L'objectif, c'est protéger et défendre les droits des consommateurs. Et on vous remercie pour cela. Laurent Verdier, merci beaucoup aussi d'être présent parmi nous. Alors, vous êtes directeur du pôle sensibilisation au sein de la plateforme d'aide aux victimes cybermalveillance.gouv.fr. Alors, une plateforme que tout le monde doit absolument connaître, même si elle n'a que 5 ans. 5 ans, déjà 5 ans. Que vous venez de fêter d'ailleurs. Tout à fait, l'anniversaire que nous avons fêté très récemment. Alors, que se cache derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cybermalveillance.gouv.fr? C'est avant tout un groupement d'intérêt public. En fait, c'est vraiment un groupement collégial. C'est-à-dire une association de plusieurs entreprises. Tout à fait, d'entités publiques, privées, qui représentent également la sphère civile des utilisateurs de l'Internet, qui a été lancée en octobre 2017. 5 ans maintenant, et qui a en fait pour 3 publics, 3 missions principales. Les particuliers, les PME, les TPE, ainsi que les collectivités territoriales. Donc un premier axe, fournir une assistance concrète, en ligne, immédiate à ces publics quand ceux-ci sont victimes d'une cybermalveillance. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de ces publics des contenus de prévention et des outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission, observer, donc fort de ces parcours d'assistance victime et de la consultation, des consultations sur le site, observer la menace et le risque numérique pour remonter ces éléments consolidés à nos autorités afin de mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors ce risque, on va y venir bien entendu dans le cadre de notre débat, messieurs, mais avant tout, première question pour vous, soyez attentifs. Avez-vous déjà été victime d'une fraude bancaire? Avez-vous déjà été victime d'une fraude bancaire? Oui, non, c'est à vous. Alors, Raphaël, je me tourne vers vous, puisque bien sûr, UFC Que Choisir, vous aussi, vous êtes en une sur les fraudes bancaires, puisque le numéro de janvier est dédié en tout cas aux banques. Dans ce numéro, une partie va être développée, vous êtes interviewé entre autres, et un chiffre, bien entendu, a retenu toute notre attention, puisqu'en France, toutes les 4 secondes, on dit bien toutes les 4 secondes, une personne est victime d'une fraude bancaire. Alors, d'où vient ce chiffre? Ce chiffre, Caroline, est public. C'est l'Observatoire des moyens de paiement. C'est la Banque de France, en quelque sorte, qui surveille la sécurité des moyens de paiement, qui donne ce chiffre en moyenne, toutes les 4 secondes. Il y a une fraude bancaire. Une fraude bancaire, c'est une réalité. La fraude bancaire, ça touche tous les moyens de paiement. Ça aussi, c'est important. Principalement la carte bancaire, les virements,
accessoirement un petit peu moins les chèques. C'est-à-dire que la donnée bancaire est devenue un sujet extrêmement sensible qui va générer ici des fraudes. Ces fraudes toutes les 4 secondes. Au-delà des chiffres de la Banque de France, nous avons de très nombreux consommateurs qui nous font des signalements sur ce que c'est que la fraude bancaire. C'est en moyenne un préjudice de plus de 4 000 euros. C'est-à-dire que ce qui est énorme, ce sont les situations de vie qui sont bouleversées par ces fraudes-là. On voit que toutes les banques sont concernées, absolument toutes les banques, toutes les populations, tous les âges sont concernés parce que leurs techniques sont les techniques des cyber-arnaqueurs, des cyber. On va y venir, tout à fait. Sont très fines. Donc c'est une réalité et c'est un chiffre totalement public. Alors Laurent, les chiffres de Raphaël sont impressionnants. De votre côté, avec cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme, on le rappelle, d'assistance aux victimes, vous avez également un très bon aperçu de ces fraudes. À ce jour, c'est 8 millions de personnes qui ont fréquenté votre plateforme. On ne vient pas par hasard sur cybermalveillance.gouv.fr. Votre organisation a assisté à un peu plus de 630 000 victimes à ce jour, ce qui est énorme. Quel est votre constat de votre côté? Alors, avant de rentrer dans le détail du constat, je voudrais dire toute la joie ce soir que j'ai à participer à cette table ronde avec 2 de nos membres historiques, AFCDP et UFC Que Choisir. C'est un grand plaisir vraiment d'être présent autour de cette table dans un partage de l'intérêt général. Et voilà, c'est important de le souligner. Par rapport au constat que nous dressons, et plus particulièrement sur la fréquentation et les parcours d'assistance du site, nous notons une augmentation sensible pour l'année 2022, puisque en matière de parcours d'assistance victime, nous avons enregistré plus de 280 000 demandes, recherches d'assistance, donc de personnes qui viennent d'être impactées par une cybermalveillance, ce qui représente une augmentation d'un peu plus de 60% par rapport à 2021, et avec 3 500 000 connexions simples pour consulter nos contenus, c'est une augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Donc, le premier constat, c'est que les cybermalveillances ne cessent d'augmenter en volume, en matière de sophistication, et elles impactent de plus en plus effectivement nos publics et la population dans son intégralité. Alors, nous aimons à penser, et c'est vrai que notre notoriété grandit, mais le constat, il est avant tout là, sans tomber dans le côté purement anxiogène. Il est important d'avoir cette notion présente à l'esprit. Devant cette augmentation généralisée, bien entendu, nous mettons tout en œuvre, que ce soit au niveau de nos articles et du parcours d'assistance victime, pour mieux informer, prévenir et surtout aider si jamais la personne ou l'entité, l'entreprise ou la collectivité est victime de cybermalveillance. Mais il faut quand même vraiment être aujourd'hui conscient de cet état de choses. Le changement a eu lieu en 2020, avec notamment les confinements qui ont marqué la crise sanitaire. On a déjà noté dès la première semaine de 2020 une augmentation de 400% en matière d'hameçonnage, de recherche d'assistance en matière d'hameçonnage. Donc il est très très important d'avoir ce constat à l'esprit. Hameçonnage pour le grand public peut-être alors, une définition. L'hameçonnage, bien sûr, une petite définition. Ce sont des messages, donc des emails ou des SMS qui vont usurper la qualité, la charte graphique, le vocabulaire d'une entité connue, de confiance, d'un contact, mais malheureusement pour vous demander de transmettre des éléments confidentiels, un document, un mot de passe, ou vous faire cliquer sur un lien qui va vous faire télécharger à votre insu un petit programme malveillant. Et on peut le dire, c'est très bien fait. Tout à fait, de mieux en mieux. Et justement, pour nous, l'hameçonnage, notamment pour l'année 2022, représente la menace majeure pour l'ensemble de nos publics. Pour la bonne et simple raison qu'on est passé d'une attaque qui était déjà assez forte en matière de prépondérance, mais qui s'inscrivait parmi d'autres cybermalveillances, à un espèce de couteau suisse de la cybermalveillance, aussi bien comme véhicule, comme vecteur, que comme moyen donné aux attaquants pour récupérer des informations, dont des informations financières qui vont être réutilisées derrière dans le cas de fraude bancaire. Alors justement, vous avez parlé de SMS, de mails, donc on est tous très vigilants. Concernant les fraudes bancaires, il y a des aspects un peu
particulier. On a entendu parler de RIB, là, le Parisien parlait d'usurpation d'identité. Qu'est-ce que vous avez identifié sur votre plateforme? Alors, qu'est-ce que nous percevons par rapport aux cybermalveillances associées ou liées à des fraudes bancaires? La première catégorie, j'ai envie de dire, ce sont les fraudes auxquelles nous sommes le plus habitués parce que historiques. Hein, ça va être le moyen, en tout cas, avec lequel les attaquants vont récupérer ou se procurer des informations liées à vos moyens de paiement, avec lesquels, derrière, ils vont tenter de réaliser des paiements ou des virements frauduleux. Néanmoins, depuis la mise en application d'une directive européenne DSP2 en 2021, qui a renforcé les mesures d'authentification qu'on connaît tous aujourd'hui. Et d'ailleurs, les banques nous alertent continuellement, voilà. On reçoit des messages de leur part. Il a été plus difficile pour les attaquants, justement, de récupérer simplement ces informations, ou en tout cas, elles ne s'avéraient pas suffisantes. Donc derrière, et ça on l'a bien cerné en 2022, ils ont mis en place vraiment des attaques alternatives leur permettant de récupérer le fameux sésame pour authentifier le virement ou l'achat, comme l'arnaque au faux conseiller bancaire, qui consiste en fait à appeler la victime, à se faire passer, à usurper la qualité d'un conseiller bancaire, d'un responsable du service sûreté ou sécurité de la banque, et de faire croire à la victime qu'un virement ou qu'un paiement frauduleux est en cours, et lui demander donc de communiquer ce fameux code unique, par exemple, qui est transmis par sa banque. On va revenir justement après sur les techniques de ces cyberfraudeurs. Paul-Olivier, toutes ces fraudes, elles sont possibles à cause, j'ose dire, grâce à nos données personnelles. On en revient toujours à ces fameuses fraudes. Des données qui ont pris, on en revient toujours, pardon, à ces fameuses données plutôt, des données qui ont pris une valeur incommensurable. En tant que président de l'Association française des correspondants à la protection des données personnelles, quel constat faites-vous de votre côté? Alors, on fait plusieurs constats. Tout d'abord, effectivement, la fraude bancaire, telle qu'on vient de l'évoquer, s'appuie sur l'utilisation malveillante de données à caractère personnel, c'est-à-dire d'informations qui ont une relation directe avec un individu identifié. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la fois l'arme qui est utilisée par les fraudeurs, mais c'est aussi la solution. C'est-à-dire qu'on retrouve avec les mécanismes d'authentification forte des banques, c'est aussi par l'utilisation de données à caractère personnel. Et puis, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle de fraude à la carte bleue, on parle de fraude au virement. On aurait fait pas tout à fait la même émission, parce qu'il n'y avait pas YouTube, tous nos partenaires presse, médias, le site de l'Internet. On aurait fait une émission du même type. Il y a 30 ans, on aurait parlé du chèque, et du problème du chèque falsifié, sans provision, détourné, lavé, blanchi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un fonds de malveillance qui existe chez certaines personnes et qui se traduit par la recherche d'argent plus facile à obtenir que par le travail, et qui aujourd'hui s'exprime à travers ces exercices de cybermalveillance à finalité financière. Et c'est là effectivement qu'il y a un enjeu fort, puisque la matière première du problème et de la réponse, c'est de la donnée à caractère personnel sur lequel les individus sont normalement en position de souveraineté, de responsabilité. On y reviendra. Alors justement, avant d'aborder les techniques des cyberfraudeurs, une deuxième question pour vous qui nous regardez. Si vous avez été victime de fraude bancaire, vous êtes-vous senti manipulé? Si vous avez été victime de fraude bancaire, vous êtes-vous senti manipulé? Oui, non, et on aura les résultats juste après. Alors Raphaël, pour l'UFC Que Choisir, vous avez rencontré des victimes de fraude bancaire, vous avez consulté beaucoup de rapports à ce sujet. Que ressort-il de ces témoignages? Que ressent-on lorsqu'on devient victime de telle fraude et comment en sont-elles arrivées à se faire manipuler? Car on est bien dans le registre de la manipulation psychologique, n'est-ce pas? Clairement de la manipulation. C'est très humain. Derrière les chiffres qu'on évoquait, ce sont des hommes, des femmes
et un basculement. Un basculement à un moment donné, et vraiment, c'est comme rentrer dans un tunnel, c'est jouer sur les émotions. En réalité, les fraudes, le process de fraude, il y a 4 ingrédients. 4 ingrédients systématiquement les mêmes. Et plus on les identifiera, et on pourra réagir. Voilà. C'est ça qui Voilà. est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs ce webinaire, c'est aussi Absolument. pour alerter les gens sur les téléconseils. Premier ingrédient, le sentiment, une situation inattendue. On est toujours dans l'inattendu. C'est un SMS, c'est un appel, un email, c'est quelque chose de bizarre. Un copain qui vous demande de l'aide à l'autre bout du monde, il y a toujours cette première chose, c'est inattendu, et donc je suis sensible à l'inattendu. Deuxième ingrédient, qui va me faire tomber dans le tunnel, on va jouer sur la peur. La peur, c'est vous allez perdre quelque chose, vous allez perdre votre argent, votre patrimoine, ce à quoi vous tenez. Inattendu, peur, à ça, il va y avoir un ingrédient d'urgence. C'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas, on vous fait peur, il y a une situation appel à une réponse d'urgence. Il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut que vous fassiez quelque chose. Votre respiration augmente, le rythme cardiaque augmente. Non, oui, je veux sauver mon ami, mon argent, je veux sauvegarder mon patrimoine. On est mis dans une situation de stress. Un stress, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus parce qu'il y a ces ingrédients qui, en effet, mais c'est très très bien pensé. Ah oui, oui, c'est bien construit, c'est bien pensé. Et comme par hasard, il va y avoir un tiers qui va proposer de vous aider. C'est-à-dire celui qui prend contact avec vous, vous en faites pas, je suis là pour éviter les opérations, je suis là pour. Il va vous mettre en confiance. Exactement. Il va vous mettre en confiance parce que vous respirez vite, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous en faites pas, donnez un code, tapez ceci, tapez cela, dites-nous, donnez-nous la dernière information, c'est pour vous. Je le fais, c'est pour vous que je prends contact avec vous. Et donc, c'est vraiment les ingrédients qu'on rencontre systématiquement dans les fraudes, c'est vécu comme un cauchemar. Quand on regarde, quand on échange avec les victimes, elles se demandent comment elles en sont arrivées là. Comment c'est un cauchemar. Vous parliez de manipulation, clairement, de la manipulation psychologique. Alors, Laurent, pour cybermalveillance.gouv.fr, j'aimerais que l'on revienne sur les techniques de manipulation, puisque Raphaël en a parlé beaucoup, par téléphone cette fois-ci. Parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et l'on voit, on l'a vu aussi dans les analyses que l'on a pu faire, on voit l'aspect traumatisant pour les victimes, parce qu'on a eu un contact direct avec le cyberfraudeur. On l'a entendu, on lui a parlé, et il nous a convaincus surtout de faire des actes contre notre volonté. Alors, comment peut-on se préparer à ce genre de manipulation et comment peut-on éviter de tomber dans leur piège? Alors, avant de revenir sur nos recommandations, bien sûr, qui sont très importantes, j'aimerais simplement évoquer en quelques nanosecondes le deuxième type d'arnaque qu'on a détecté en 2022, justement lié aux fraudes bancaires, mise en place par les attaquants pour contourner ces dispositifs d'authentification. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au RIB falsifié. Ça touche beaucoup de particuliers, quelques professionnels. Le principe en est simple. Un artisan avec qui vous êtes en lien ou un notaire vous fait parvenir son RIB pour le règlement de sa prestation ou de ses honoraires, mais malheureusement, il s'agit d'une usurpation. Le RIB est falsifié et en fait, en payant, vous allez alimenter un compte au bénéfice des attaquants. Donc voilà, ça, on a noté vraiment une très forte augmentation en fin d'année 2022. Nos recommandations, alors bien entendu, la première et la plus importante, être systématiquement aujourd'hui vigilant, je n'ai pas dit schizophrène ni paranoïaque, mais vigilant quand on reçoit un appel, quand on reçoit un mail ou un SMS d'un pseudo-conseiller bancaire ou responsable service sécurité qui va effectivement mettre en avant le caractère anxiogène, le caractère d'urgence, la condition sine qua non pour éviter un virement à votre débit, comme vient de le dire Raphaël, c'est très très important. Prendre de la distance par rapport à l'événement. C'est ce qui est le plus compliqué, prendre la distance. Et bien entendu, parce qu'aucun conseiller, même le vôtre, ne vous le demandera jamais, ne jamais communiquer un mot de passe, un numéro, un code unique, parce que tout simplement, ça ne se fait pas. Voilà. Et les banques nous envoient d'ailleurs des messages en disant « Nous ne vous demanderons jamais vos codes ». Tout à fait. Et pourtant, on les donne.
Vérifiez autant que faire se peut l'authenticité du message ou de l'appel en utilisant les coordonnées que vous possédez et non pas celles qui figurent sur le message ou que vous dictera votre interlocuteur. C'est ça la clé. Voilà. C'est ça la clé, partir de l'origine. Bien sûr. Et en fait, plus généralement, ne validez aucun mouvement de fond, aucun déblocage de fond dans ce tunnel un petit peu de l'angoisse, dans ce moment d'urgence et d'anxiété. Alors, Paul Olivier, CDP, Raphaël et Laurent nous ont donné, il est vrai, des techniques assez sophistiquées de ces cyberfraudeurs. Mais parlons sans langue de bois, Paul Olivier. Ne leur facilitons pas un peu la tâche. On voit encore passer sur les réseaux sociaux des photos de cartes d'identité, de passeports, et même on l'a vu récemment sur LinkedIn, des badges d'accès ultra sécurisés. Alors, qu'est-ce que cela dénote un peu de nos comportements vis-à-vis de nos données personnelles? Parce qu'on peut revendiquer nos droits et on va le faire après, on va en débattre, mais on oublie souvent qu'on a des devoirs aussi en termes de protection de nos propres données personnelles. Je pense qu'effectivement, droit et devoir, c'est un couple qui est assez ancien, qui a fondé beaucoup de choses. Mais ce qui est aussi important, c'est que on a aujourd'hui un objet qui est relativement nouveau, ou du moins dont l'importance n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. C'est la donnée à caractère personnel. C'est les informations qui sont directement ou indirectement rattachées à nous ou aux personnes pour lesquelles on a des responsabilités. Et alors, donc effectivement, il y a des choses pour lesquelles on a pris l'habitude de faire attention. En général, on évite de laisser son portefeuille en vue sur la table restaurant ou d'un bar. Est-ce que tout le monde peut dire la même chose sur son téléphone portable? On a eu l'occasion d'en parler et de vivre les choses de manière très concrète. Mais le téléphone portable, c'est un exemple. C'est beaucoup plus, aujourd'hui, c'est en train de devenir beaucoup plus sensible que l'était le portefeuille il y a 20 ou 30 ans. Et pourtant, c'est quelque chose auquel on ne fait peut-être pas assez attention. Alors ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a un deuxième volet. C'est toute la possibilité de communiquer et de s'exposer au monde par des moyens numériques. Et là aussi, effectivement, est-ce que les frontières se sont ça effectivement déplacées, mais tout n'est pas communicable et tout n'est pas présentable à l'extérieur. Et effectivement, c'est pas très prudent d'avoir une copie de sa pièce d'identité facilement accessible ou un certain nombre de choses de ce type-là. Et donc, la première des choses, c'est que le premier responsable de traitement, c'est d'abord nous. C'est-à-dire qu'on a accès à un certain nombre d'informations nous concernant. Il faut en assurer la protection et faire attention au fait que ce n'est pas diffusable parce que, quelque part, par petits morceaux, c'est ce qui peut permettre de reconstituer quelque chose qui pourrait ressembler à notre identité, et alors tomber dans des problématiques d'usurpation d'identité, là, qui sont des choses infiniment plus désagréables que les fraudes bancaires, qui elles-mêmes le sont beaucoup. Alors, on va aborder les recours, puisque malheureusement, malgré tous ces conseils, on espère que ça vous donne un bon éclairage. On sera peut-être un jour victime. Mais avant cela, c'est à votre tour de répondre à une question. Troisième et dernière question, si vous étiez victime, iriez-vous déposer plainte? Si vous étiez victime, iriez-vous déposer plainte? Oui, non, c'est à vous de répondre. Alors, justement, Laurent, lorsqu'on est victime d'une fraude bancaire, quel est le bon réflexe à avoir? Quelle est la première étape d'un processus, clairement qu'on imagine un peu long, mais vous allez peut-être nous dire le contraire. Comment aidez-vous les victimes sur cybermalveillance.gouv.fr? Alors, notre premier conseil, il est connu de tous parce qu'il est associé, par exemple, à la sécurité routière. Ça, voilà, les voitures, on les connaît. C'est surtout, déjà, de ne pas réagir à chaud. Si jamais on est victime, faire en sorte de ne pas aggraver la situation, d'éviter le suraccident. Et bien entendu, ne pas rester seul, venir trouver et chercher et trouver, des conseils, des recommandations et des propositions d'orientation utiles sur cybermalveillance.gouv.fr ou auprès de proches de confiance. Ça, c'est vraiment la première chose. En matière de fraude bancaire, bien entendu, faire très rapidement, dès que c'est possible, opposition
sur les moyens de paiement qui ont été compromis, concernés, et bien entendu, déposer plainte derrière. Ça aidera les enquêteurs à mieux travailler et à mieux collecter toutes les plaintes s'il s'agit d'une campagne d'ampleur au niveau national. Raphaël, pour UFC Que Choisir, vous avez un autre chiffre, c'est que 30% des fraudes ne sont pas prises en charge par les banques pour les raisons que l'on a vues précédemment, puisque nous avons été acteurs de nous-mêmes actions vis-à-vis de notre banque. Alors, il y a des cas de jurisprudence qui sont à l'étude pour des situations comme le vol au distributeur. Quels sont les recours actuellement vis-à-vis des banques? Concrètement, la priorité, faire opposition à son moyen de paiement, c'est très important pour mettre fin, pour empêcher l'aggravation de la situation. Deuxième étape, un écrit, un mail, une lettre à sa banque, on conteste les opérations. On va lister les opérations et on va contester les opérations. On se rend compte que la fraude est indécelable. C'est-à-dire que quand on parlait de tunnel d'émotion, tunnel d'angoisse, c'est quand vous vous trouvez dans ce tunnel, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous ne comprenez plus rien parce qu'il y a les ingrédients que j'évoquais. Donc, sur le moyen de paiement, auprès de la banque, contester les opérations. On liste les opérations et on les conteste. Et la banque doit rembourser. Elle a 48 heures pour le faire. 48 heures 48 heures, nous dit le Code monétaire et financier, pour rembourser, sauf si elle prouve votre négligence grave, enfin, sauf si après il y aura un débat sur le comment est arrivée la situation. D'autre part, ça a été évoqué, mais c'est très important de porter plainte. Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir au travers des... À quoi sert une plainte? Concrètement, ce sont des agents de police, de gendarmerie, des services d'enquête qui vont pouvoir remonter le fil pour mettre fin et arrêter des cyberarnaqueurs, arrêter des dispositifs, mieux sécuriser, identifier les failles. C'est important. Et si la banque demande la copie de la plainte, non. Le simple récépissé de dépôt de plainte est suffisant. Mais ça, c'est important. Ces deux réactions, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ça a été dit et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Vigilance et ne restons pas seuls face à ce genre de situation. Hein. C'est vraiment récurrent dans vos propos. Paul-Olivier, une fois victime, une fois qu'on a fait toutes ces procédures, il y a un point très important, c'est comment se réapproprier nos données. Quels sont nos droits dans ce domaine? Les droits sont fixés par un texte qui commence à avoir une certaine notoriété, qui est le RGPD. Qui fait suite à la loi informatique et liberté qui avait pris plusieurs mesures et qui est une modernisation importante du droit des données à caractère personnel. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de droit. C'est du bon sens, je vérifie que dans les documents qui sont présents en photo, il n'y a pas de trucs qui soient idiots, inutiles ou potentiellement dangereux. Et puis, si jamais il y a un certain nombre de ces informations qui sont mises à disposition quelque part par d'autres structures, c'est là que s'applique le RGPD. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant responsables de ces données à caractère personnel et qu'à ce titre-là, ils doivent avoir une base juridique légitime pour l'utiliser. Dans le cas contraire, ça ne veut pas forcément dire que toute utilisation auquel on puisse s'opposer est une utilisation malveillante, mais les cas, le principe de base, c'est que l'individu est responsable et souverain quelque part sur les données qui le concernent. Quand il demande à un responsable de traitement de les supprimer, de ne plus les mettre à disposition, globalement, il doit acquiescer et faire les choses demandées. C'est le principe de base de cette réglementation. Ce n'est pas une réglementation qui donne des droits absolus. Il y a des cas où l'utilisation de données à caractère personnel sans le consentement express de la personne est légitime, mais c'est quand même plutôt l'exception par rapport à la règle générale, l'exception qui est quand même importante, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas acquiescer directement sur l'utilisation de nos données personnelles pour certaines activités, mais globalement, le principe est le suivant, c'est qu'on a la possibilité de demander à un responsable de traitement, donc éventuellement à Google ou d'autres, de procéder à la suppression de telle ou telle donnée ou de tel lien renvoyant vers une information. Oui, c'est notre droit de se faire déréférencer les moteurs. C'est le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche.
Donc différents outils, le RGPD. On n'est pas seul, on n'est pas seul, là mais aussi. charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, avant d'aller embêter tous les responsables de traitement, on va commencer par faire Vous le êtes très ménage chez soi. sollicité, voilà. J'imagine que vous êtes très sollicité. Alors, Paul-Olivier, Laurent, Raphaël, on arrive déjà au terme de cette table ronde parce qu'on me fait signe, on a beaucoup de questions de la part de notre public. Alors, j'avais un mot de conclusion optimiste parce que c'est vrai que ce webinaire a aussi comme vocation d'alerter, de sensibiliser aux techniques, d'avoir les bons réflexes, de ne pas rester seul. Un mot de conclusion, Paul-Olivier. Alors, une conclusion optimiste. Alors, Positif. ce sont des choses auxquelles il faut faire attention, et comme ça a été dit, il ne faut pas devenir paranoïaque. Tout SMS, tout appel de la banque n'est pas nécessairement malveillant. Il y a plus de transactions légitimes et dans des proportions qui sont absolument énormes, puisqu'on parle de quelques millions de fraudes par rapport à des milliards de transactions. Donc c'est de l'ordre de 1 pour 1000. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut faire très mal lorsque ça se produit, et c'est pas quelque chose qui doit nous empêcher de dormir. C'est donner un caractère personnel n'importe où. C'est un peu la même chose, si en général on dort mieux quand la porte est fermée. Alors, positivement, si on identifie une situation, la respiration, mon rythme cardiaque augmente, quelque chose d'inattendu, je prends 5 minutes. C'est-à-dire temporiser. C'est en temporisant, en allant voir quelqu'un, votre voisin, votre ami, téléphoner à quelqu'un. Voilà ce qui se passe. On prend de la distance par rapport au tunnel d'angoisse qu'on a évoqué. C'est des petites clés parce que on peut tous être potentiellement victimes un jour d'une tentative de fraude bancaire. Simplement, les 5 minutes comptent, les 5 premières minutes vont compter. Prenons la distance. Regardons cybermalveillance.gouv.fr, voir les conseils, parler à quelqu'un d'autre pour ne pas se faire enfermer. Refuser qu'on nous mette dans des situations d'urgence. Absolument, totalement. Laurent. Un dernier mot est positif. Ce soir, on a parlé d'hameçonnage, on a parlé d'arnaque aux faux conseillers bancaires. Il faut savoir que tout ça est basé sur une escroquerie. Et une escroquerie, c'est avant tout mettre en place un scénario, une mise en scène destinée à leurrer, à tromper la victime. Donc en fait, la démarche la plus saine, c'est ce qui vient d'être évoqué, prendre un petit peu de distance, essayer de se rendre compte que le décor est en carton-pâte et ne pas réfléchir avant d'agir. Je crois qu'on l'a prouvé ce soir, un certain nombre d'acteurs de confiance, de ressources existent au niveau national. Donc, bien entendu, venir consulter cybermalveillance.gouv.fr et voir derrière qu'on n'est pas seul dans cette situation. Rien que ça peut changer les choses. Mais vraiment, réfléchir avant d'agir. Les banques font tout pour nous protéger, pour nous alerter, mais il est vrai que les cyberfraudeurs se tournent maintenant vers nous, particuliers, pour nous cibler. Laurent, il faut absolument que les gens s'abonnent à votre newsletter, qu'ils aillent regarder le site de cybermalveillance.gouv.fr, un message pour eux, à leur attention. Parce qu'ils sont là pour vous. Notre lettre d'information est là pour eux et à l'image de tous nos articles et de toutes nos productions faites avec nos membres, elle est synthétique, elle est dans un langage simple, clair, accessible à tous. Et c'est ça qui est important. Nous nous adressons au commun des mortels et donc à tous nos publics. Messieurs, merci beaucoup pour vos conseils. On a bien noté en tout cas la vigilance, ne pas rester seul. Et on va sur cybermalveillance.gouv.fr bien entendu pour se faire aider. Alors, très intéressant, on va voir maintenant, et merci beaucoup, vous avez été très nombreux à répondre à nos questions. Alors, voici un petit peu le résultat du sondage. À la première question, avez-vous été victime d'une fraude bancaire? Vous êtes 29% à avoir déjà vécu cette situation, donc non 71%. À la deuxième question, donc qui concernait les victimes, si vous avez été victime d'une fraude bancaire, vous êtes-vous senti manipulé? Eh bien oui, Raphaël, à 44% et non à 56%. Et enfin, la troisième question, et là je pense qu'on peut être ravi du résultat, si vous
vous étiez victime, iriez-vous déposer plainte? Eh bien, c'est un oui très généreux à 95%. Donc, bravo en tout cas. Oui, vous avez le bon réflexe. Allez porter plainte. Alors maintenant, effectivement, beaucoup de questions. Alors, question de Christelle, posée sur le site de l'internaute. Alors, Christelle, j'ai acheté un lit pour bébé bien reçu. Pourtant, j'ai été débitée car j'ai payé en carte bancaire. Quels sont les recours possibles et à qui puis-je demander de l'aide? Peut-être Laurent, Raphaël? Je vais peut-être ouvrir le banc. Manifestement, au vu de la question, il s'agit vraisemblablement d'un site factice. Malheureusement, ceux-ci fleurissent pendant les périodes de solde ou les périodes promotionnelles. Et pour le coup, le paiement est réel. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est fondé, mais en tout cas, il est réel, même si derrière, effectivement, le site n'a jamais eu l'intention de livrer quoi que ce soit. Petite parenthèse ici, il y a de plus en plus de sites, de faux sites d'e-commerce, des pullules à Noël, juste avant les fêtes. Malheureusement, c'est fréquent. Je pense que là, ici, il ne s'agit pas nécessairement d'une fraude bancaire, mais d'un litige commercial. Oui. Un litige commercial, vu que là, la particularité, c'est que Christelle a donné volontairement ses coordonnées bancaires. Donc, on change un petit peu la donne. Là, c'est un litige commercial. Les services de la répression des fraudes sont disponibles pour elle, tout comme les associations de défense de consommateurs, mais c'est possible aussi d'agir auprès de la DGCCRF. D'accord. Donc, Christelle, j'espère que ça vous a apporté des réponses concrètes. Alors, question d'Alain, cette fois-ci sur Livestorm. Pourquoi l'ensemble des banques n'appliquent pas l'authentification forte lors des achats sur Internet? C'est une bonne question, ça. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est assez classique, on nous demande une double authentification. Messieurs, comme vous voulez. Alors, sans rentrer trop dans la technique, il y a des exceptions à l'authentification forte, notamment si le client est connu du vendeur, du site. D'accord. Notamment, c'est des relations de confiance, c'est rare. D'accord, c'est rare. Les montants vont être pris en compte, la fréquence des achats entre le consommateur et le site. Par principe, s'il n'y a pas d'authentification forte et si on est victime d'une fraude, le consommateur est automatiquement remboursé. L'authentification forte qui a remplacé les SMS d'antan, c'est le moyen de valider réellement une opération de paiement. Ceux qui ne l'appliquent pas, ça n'est pas nécessairement normal, mais c'est sécurisant potentiellement pour le consommateur, vu que pas d'authentification forte, on peut réclamer et être remboursé. D'accord. Question de Patrice, alors posée sur le site de l'internaute cette fois-ci. J'ai reçu un message de Boursorama m'indiquant que je devais clôturer un livret d'épargne en communiquant les numéros de compte ainsi que le code BIC. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je risque si je ne ferme pas ce compte? Je me permets d'ouvrir le banc une fois de plus. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Quel que soit le message aujourd'hui, ça implique un minimum de vérification, surtout pour des opérations aussi importantes, sur la véracité et l'origine du message et de son émetteur. Par exemple, prendre ses coordonnées, celles qu'on possède, et poser la question à l'établissement en question pour savoir si cette opération est réelle et fondée. Donc toujours, soit appeler sa banque, ne pas utiliser les numéros qu'on nous donne, ne pas utiliser les liens qu'on nous donne, mais toujours aller sur le site de la banque s'il s'agit d'une banque. Question là sur Livestorm, est-il possible d'identifier un profil type des personnes susceptibles d'être touchées par ce type d'attaque afin que les organismes bancaires puissent mettre en place des procédures de sensibilisation adéquates? Nous sommes tous susceptibles d'être victimes de ces attaques. Il faut rester humble de ce côté-là. Je pense, restons humbles, on est tous, ils sont très forts. Question de Lilou posée sur le site de l'internaute. Je viens de recevoir un mail de Orange Bank qui aurait, paraît-il, bloqué une intrusion. Je dois compléter une fiche de renseignement. Le mail est parfait, sans aucune faute. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Je ne dispose d'aucun compte sur cette banque. Que dois-je faire? Merci. Alors, que répond-on à Lilou? Ne rien faire.
Elle a la bonne... Bah, elle a- si on vous elle est prévient, vigilante. si on vous prévient que vous avez un incident sur quelque chose qui n'existe pas, il est assez vraisemblable qu'on ne vous veut pas que du bien. Tout est dit. Vigilance, vigilance. Alors, le mot d'ordre de notre réunion de ce soir. Question maintenant de Géraldine sur les Storm. Lorsqu'il y a fraude au faux conseiller, le client a transmis ses informations. Qu'est-ce que le client peut apporter comme preuve? Alors, la logique est inverse. C'est-à-dire que lorsque vous contestez une opération auprès de votre banque, c'est à la banque de prouver que vous avez été non pas simplement négligent. Les mots sont importants ici dans la loi bancaire. Vous avez fait preuve d'une négligence grave. Parce qu'on ne peut pas prouver ce qui s'est passé. C'est ça le paradoxe. On a les captures de SMS qui sont intéressantes, Tout à fait. qui sont extrêmement intéressantes, notamment porter plainte, transmettre les captures de SMS au pouvoir de police, aux officiers de police, gendarmerie, ça c'est important. Mais le client peut simplement, il va prouver simplement qu'il y a des opérations dont il conteste la réalité. Ce sera à la banque de démontrer la légèreté, qu'il y avait une évidence de la fraude dans laquelle eh bien, le client est tombé. Et c'est tout le débat actuellement. C'est tout le débat et le combat de l'UFC Que Choisir pour régler ce type de situation. Alors, autre question de Patrice. Alors, bonsoir. Dans ce type de dossier, la banque répond systématiquement que la faute est celle du client pour négligence grave. Idem après un signalement près du signal conso.gouv. Comment contester au tribunal selon le montant arnaqué? Selon le montant, s'il est faible, le client ne prendra pas un avocat. Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors, il y a un processus, il ne faut pas oublier les structures de médiation interne aux banques. Ce sont des structures qui ne dépendent pas de la banque. En réalité, c'est ce qu'on appelle le médiateur. Donc, dans le parcours service client, pas satisfaction, le médiateur. S'il faut aller en justice, alors pourquoi pas un avocat? Il y a des petits trucs, vérifier dans son assurance habitation. Souvent, on a souscrit ce qu'on appelle une protection juridique, une défense recours, qui va prendre en charge l'avocat. Il n'est pas obligatoire d'avoir un avocat en deçà de 5 000 €, parce que les procédures sont beaucoup plus simples. On peut se faire épauler par ou aller consulter un point d'accès au droit, c'est gratuit auprès des tribunaux, une association de défense de consommateurs, aussi proche de chez soi. Pas se dire, on passe nécessairement par la case avocat et donc nécessairement par la case de l'honoraire. Donc il y a d'autres solutions, l'assurance et puis des points d'accès au droit. Il y a de possibilités pour obtenir l'information et mieux se défendre dans le bras de fer potentiel qu'il y a avec la banque. Je me permets de compléter parce que tout à l'heure on évoquait l'escroquerie. Or, vraiment l'axe principal de l'escroquerie, on l'a évoqué aussi, c'est la mise en scène, c'est la tromperie, pour occasionner une remise volontaire. Donc on va leurrer la personne, contrairement à un vol où on va subtiliser quelque chose à son insu, ou à une tentative ou une extorsion, où là on va utiliser la menace. Donc en fait la mise en scène fait partie de l'arnaque et de l'escroquerie. Donc dans ces cas-là, comme vient de le dire Raphaël, il faut mettre en évidence tout ce qui a joué pour, à mon niveau, en tant que victime, pour faire en sorte que je remette volontairement ces éléments, ce que je n'aurais pas fait en temps normal sans cette personne. En fait, il y a un autre terme qui est employé en droit pour la définition de l'escroquerie, qui est celle de manœuvre. Oui, manœuvre. Donc en fait, quand il y a un ensemble d'éléments qui sont faux, qui s'articulent, là, on est en mesure de commencer à démontrer l'existence d'une escroquerie. À partir de là, de démontrer qu'on n'a pas été négligent, puisqu'on a été victime d'une escroquerie. Alors, il faut faire attention parce que l'escroquerie suppose la manœuvre. Or, tout mensonge, toute action, ça demande quand même une certaine complexité. Donc en fait, on n'est pas toujours autant victime d'une escroquerie qu'on pourrait bien le croire, y compris pour un certain nombre de messages malveillants. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est ce que vous expliquiez dans la description de ce tunnel d'angoisse, c'est qu'en fait, il s'agit d'amener quelqu'un progressivement dans une situation, par des manœuvres, où il sera manipulé et où il perdra, quelque part, le contrôle et la maîtrise de ce qu'il va faire, au détriment de celui qui fraude. Donc je crois qu'effectivement, c'est un point qui est important. C'est la question. Se demander si effectivement... Elle n'a pas été posée la question, donc je ne vais pas y répondre. Pas encore posée. Alors, question effectivement de Karine, qui est une très bonne question, c'est comment apprendre aux consommateurs à détecter la fraude?
Parce que maintenant, c'est notre quotidien, presque, parfois. Je vais peut-être prendre une première réponse. Le problème, c'est que ça ne sera jamais parfait. Parce que c'est le même problème que celui de l'épée et du bouclier. Si on reprend l'histoire de l'armement, chaque fois qu'une arme a évolué, sur offensive, on a fait une arme défensive plus efficace. Quand l'arme défensive plus efficace était trop efficace, on inventait une arme offensive différente. C'est exactement la même chose. Il y a 30 ans, on s'entraînait à falsifier des chèques. Je ne sais pas si certains se souviennent de l'histoire de Trésor Publicité. Trésor Publicité, c'est une petite agence de publicité qui avait été créée et qui a vu son chiffre d'affaires augmenter à une époque que certains d'entre nous n'ont pas connue, où on payait ses impôts par des chèques déposés dans la boîte du centre des impôts. Et en fait, la société avait été créée pour récupérer, voler des chèques destinés au trésor public, et avec des stylos de différentes couleurs, ça devenait trésor publicité. Donc, maintenant, c'est nul, ça ne servira plus à rien, puisque on ne paye plus par chèque, on paye par carte, par téléphone portable ses impôts. N'empêche qu'il y a quelques décennies, c'était un sujet qui était tout à fait pertinent. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est une forme de curiosité et de vigilance, et puis se dire, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Le problème, c'est que les fraudeurs vont toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur nous. Ben, nous, il faudra essayer d'avoir un coup d'avance sur eux, quoi. Donc il faut être vigilant. Puis notre pire ennemi, c'est quand même nous. On fasse très attention à ça. Pas laisser traîner ses données personnelles. Se demander aussi si la personne qui nous demande d'accéder à des données personnelles a vraiment la qualité que nous demandons. Là, le code bancaire, ça c'est niette, c'est pour personne. Mais il y a des choses peut-être plus subtiles. Il y a une fraude qui existait il y a quelques années qu'on appelait la fraude au président. Là, c'est quelque chose, c'est plus sophistiqué. Hein. Le but, c'est d'obtenir de très gros virements. C'est d'avoir quelqu'un, un réseau en fait, qui enquête sur une entreprise, qui cible une ou deux personnes, le comptable, qui peuvent faire des virements, qui l'appelle à un moment où la personne est potentiellement déstabilisable, pour lui dire, on a une opération qui est importante, il faut faire un virement de X centaines de milliers d'euros ou de X millions d'euros sur un compte qui est dans tel et tel endroit, c'est important, c'est une opération qui est secrète. Donc ça, c'est des choses qui ont pas mal marché sur ces dernières années. On en parle peut-être un petit peu moins, mais je ne suis pas certain que ça n'existe pas encore. Ça existe toujours. Oui, on avait des grands groupes, perdre plusieurs millions. Ouais. Donc ça, c'est des choses. Donc en fait, on est dans une logique où c'est le plus agile des deux qui gagnera. Raphaël, pour répondre aussi à cette question-là, comment est-ce qu'on peut se former finalement? Se former, alors il y avait des mots-clés qui ont été utilisés, vigilance, temporiser, parce qu'on est toujours le détenteur de la dernière clé. Et absolument d'accord, les fraudeurs auront toujours un temps d'avance. Ils vont créer la fraude de demain. La condition. Exactement. Et c'est, comme on est détenteur de cette clé secrète, c'est se dire à un moment donné, ok, à jamais, à personne, seulement si je le veux au moment où je fais l'achat. Parce que sinon, il est impossible. Il faut se souvenir, il y a plein il y a 21% de la population qui souffre d'électronisme. C'est quoi ce terme? C'est 21% de la population ne se sent pas capable de réaliser une démarche administrative simple sur Internet. Quand on regarde un petit peu plus près, les populations de 18-24 ans admettent rencontrer des difficultés de lecture sur mobile. C'est-à-dire que quoi qu'on eux seront plus susceptibles de se faire arnaquer. Potentiellement, mais parce que les ingrédients qu'on a évoqués dans notre échange, ils sont surpuissants. C'est quelque chose extrêmement puissant. Cette peur, on touche à vos biens. Donc, est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre à être vigilant. Ça, c'est ce qui me paraît extrêmement important. La clé pour découvrir, pour connaître et décortiquer toutes les fraudes. J'ai envie de dire, Caroline, si la recette magique existait, je pense qu'on la mettrait en générique pour terminer ce beau webinaire
Non, il n'existe pas. Cybermalveillance Gouvernement a publié une fiche avec 10 mesures qui nous semblent essentielles au vu de notre expérience en matière d'accueil des victimes et de parcours d'assistance victime, en matière de sécurité numérique, hein, et pour insister et appuyer pour ce qui vient d'être dit par Raphaël, en matière d'inclusion numérique, bien entendu, les personnes qui sont en situation de rupture avec les nouvelles technologies, voire en posture anxiogène, sont d'autant plus fragiles et donc d'autant plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas cette petite once de culture qui parfois fait la différence entre l'affolement général et la prise de distance. Donc effectivement, ces populations sont à privilégier en matière de sensibilisation. Alors une autre question, je vois très intéressante, à nouveau on revient au téléphone. Alors les fraudeurs, question d'Aurélie, merci beaucoup Aurélie pour de nous l'avoir posée. Les fraudeurs peuvent-ils utiliser le numéro de téléphone de l'agence bancaire de l'usager pour être davantage crédibles? Parce que ça, on en a entendu parler récemment. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'ils peuvent arriver à faire ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où un malveillant a réussi à capter frauduleusement votre numéro de carte de crédit, les premiers chiffres de cette carte lui indiquent l'origine et donc l'établissement bancaire. Ah, d'accord. Derrière, ils peuvent mettre en œuvre un certain nombre de manœuvres frauduleuses destinées à vous leurrer, comme par exemple, effectivement, vous envoyez un SMS avec le nom, en tout cas l'enseigne de l'établissement concerné. Bah ça, c'est bon à savoir. Donc oui, malheureusement, Aurélie, ils peuvent le faire. Question de Rémi sur Livestorm. Alors, comment faire pour envoyer un RIB par mail ou connaissez-vous des sites sécurisés? Certains RIB sont demandés pour une vente de voiture, par exemple. C'est vrai qu'on nous demande souvent nos RIB. Dans l'immobilier, c'est pareil. Alors, qui peut répondre? Tout le problème de la fraude qui a été évoqué, hein, la fraude au faux RIB, même des grandes institutions ont été victimes. Aujourd'hui, soit on fait intervenir un tiers de confiance, et c'est l'intervention d'un tiers de confiance, sa banque, ou dans l'immobilier, il y a le notaire, donc ce tiers de confiance qui va enregistrer l'IBAN, le vrai numéro et le bon. Sans tiers de confiance, de la prudence, beaucoup de prudence, parce que ce sont des fraudes, ça a été évoqué, des fraudes qui fleurissent, fleurissent cette interception de RIB dans des échanges de mails, et personne n'y voit rien, sauf que l'argent n'atterrit jamais au bon endroit et il est au bout du monde. Alors là, pour le coup, moi je m'exprime à titre personnel, puisque récemment je suis passé devant un notaire, et à la fin de l'acte, il m'a remis directement de lui-même son RIB, mais de la main à la main, puisque effectivement, ce type d'arnaque, comme je l'évoquais tout à l'heure, malheureusement, a connu une croissance significative sur la seconde partie de 2022. Donc pour l'instant, la parade, l'une des parades en tout cas, consiste à se faire remettre de visu un RIB papier par son notaire. D'accord, encore une autre question, Laurent, sur la partie RIB. Question de Nathalie. Alors, je suis victime de fraude bancaire. Et merci Nathalie de votre témoignage. Je suis victime de fraude bancaire suite à un vol de chéquier qui contenait mon RIB, qui est falsifié maintenant par les malfaiteurs. Des proches me conseillent de fermer mon compte, mais est-ce vraiment une bonne solution? Merci pour ces échanges très intéressants. Alors, ça peut être une bonne solution, tout simplement pour d'ouvrir un autre compte bancaire qui va devenir son compte courant, compte courant pour mettre fin aux chèques, qui ont été subtilisés et au détournement du RIB. Oui, ça peut être une bonne solution pour, en gros, pour fermer la page, en quelque sorte, de l'arnaque. Et il est possible, il faut qu'elle en parle avec sa conseillère clientèle, il est tout à fait possible de l'envisager pour repartir sur des bases saines avec un autre compte bancaire ailleurs, à la limite, oui. Bonne solution. Je vois qu'on en a encore beaucoup, je regarde, allez, on est sur notre lancée, même si on doit se quitter, mais on va continuer à en prendre quelques-unes. Alors, question de Nathalie, alors peut-être une autre Nathalie. Très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. Alors, où faut-il conserver nos documents sensibles? Maintenant, on se pose la question. Les coffres-forts en ligne sont-ils fiables? On ne répondra pas sur la fiabilité des différents coffres-forts qui sont proposés sur le marché, parce que c'est la position de la CDP. On n'est pas dans une logique de préconisation, d'émission d'avis sur un produit. Je pense qu'il y a d'abord une première chose à faire. Avant de bander sa porte, il faut la fermer. Permettez cette expression un petit peu
liquides, que sais-je. C'est Donc une en fait, bonne image. on va commencer. La première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de choses sensibles qui traînent sur les endroits non. À partir de là, on aura déjà fait un très grand progrès. Ensuite, est-ce que tout doit être mis dans un coffre-fort? Oui, peut-être, mais c'est une décision. Mais commençons par ne pas laisser traîner des choses sensibles à la portée de tout le monde. Ce serait déjà un très grand progrès. Autre question de Marie sur les ostomes. Alors, que proposez-vous comme protection pour les dossiers obligatoires à présenter lors d'une recherche d'appartement? Donc, on cite carte d'identité ou autres documents. Il y a une solution qui a été développée qui s'appelle Dossier Facile 2020. Dossier Facile, c'est un service épaulé par l'État. Dossier facile. Ça s'appelle Dossier Facile, et notamment dédié à ce type d'hypothèse, dédié aux locations. Et plutôt que de transmettre ainsi par mail ou même de main à la main à la fois ses impôts, ses données bancaires, ses fiches de paye, eh bien, Dossier Facile, qui est un service gratuit dédié à ce type d'hypothèse, va mettre un filigrane, un délibile, en quelque sorte, va vraiment authentifier. Il y a même une valeur ajoutée par rapport à la fiabilité des informations fiscales pour le locataire. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour le propriétaire, c'est-à-dire que ce sont les vraies fiches d'impôt, enfin les vraies feuilles d'impôt. Et c'est surtout ce filigrane. Ce filigrane qui est intéressant, c'est plutôt que ce soit des documents qui puissent être facilement réutilisables, parce que c'est la réutilisation et le détournement de ces documents qui vont générer des problématiques d'identité, de usurpation d'identité. Dossier Facile, je pense à ça, parce que c'est un service qui répond notamment directement à cette question. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore très connu. C'est malheureusement pas encore connu, absolument. Moi, je me permettrais d'aller un petit peu plus loin en citant un peu nos recommandations générales en matière de sauvegarde, parce que je pense que là, on est un peu dans le cœur du sujet. Connaître et inventorier tous ces supports, cartographier et prioriser ces données, faire des sauvegardes régulières de ces données également en fonction de leur degré de sensibilité, et surtout sur des supports ou avec des services ou des solutions adaptées, mais que l'on choisit. Et ça, c'est le plus important. Le pire étant de ne rien faire et de se retrouver effectivement, si jamais on est victime d'une arnaque ou autre rançongiciel qui risque de chiffrer l'ensemble de ces données, sans plus aucune donnée viable et accessible et utilisable. Même en tant que particulier, il faut sauvegarder ces données. Tout à fait. Peu de gens le font encore, mais c'est les grands messages à passer. Alors, question de... Alors, je vois pas trop le prénom. Bonjour, mon agence bancaire n'a pas de process de sécurité concernant les documents papier qui leur sont remis, donc justificatif de domicile, copie. Ils n'ont pas de destructeur de documents. Est-ce normal? Non. La réponse claire, simple et nette, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est même une infraction, au RGPD. Parce que la réglementation sur les données à caractère personnel couvre celle-ci, qu'elle soit sous forme numérique, qu'elle soit sous forme papier. Là, ce qui est décrit, c'est un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité qui, à mon avis, serait tout à fait sanctionnable par la CNIL. C'est même surprenant de se dire que... Certains disent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Peut-être que les banquiers sont... Vérifiez quand même avant de... question de Cédric. Les banques doivent-elles rembourser dans les cas d'ingénierie sociale alors qu'elles n'y sont pour rien, entre guillemets? Cédric nous le met bien sûr entre guillemets. C'est une bonne question. C'est une bonne question. La position de l'UFC que choisir, c'est oui, les banques doivent rembourser. Peu importe si les banques ils sont pour quelque chose ici. Qui est protégé? C'est l'utilisateur du moyen de paiement. C'est le Code monétaire financier nous dit bien que c'est l'utilisateur, c'est vous et moi. Et si nous avons été victimes de ce tunnel d'angoisse, même si la banque est totalement étrangère à la surveillance de cette fraude, je n'ai pas consenti réellement à l'opération, je n'ai pas été négligent, j'ai été on a parlé, manipulé, escroqué. Et puis il y a un autre principe qui est un principe, c'est que quand il y a une relation de type contractuel, c'est une relation que l'on a avec une banque, il y a une obligation du plus averti et du plus professionnel des deux de conseil à l'égard du moins professionnel des deux. Donc sur ces deux éléments, on peut considérer que la banque qui
présomption de responsabilité, mais il faut qu'elle justifie qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, qu'elle était, ou qu'elle n'a fait ce qu'elle devait faire, et que ça n'a pas empêché la survenue de l'événement, que d'être en sens inverse. Alors, le flux de questions ne s'arrête pas. Et merci encore beaucoup. On voit que le sujet est très fort. Question d'Aurore posée sur le site de l'internaute. Alors, après avoir réservé un hôtel en Floride sur le site booking.com avec notre carte bancaire, nous avons voulu vérifier le plafond de notre carte avec notre banque, qui nous apprend que plus de $100 ont été prélevés par ce qui ressemble à un groupe hôtelier. Surpris, on rappelle Booking qui ne sait pas, mais nous confirme les jours suivants que c'est un acompte pour l'hôtel. Dans la foulée, notre carte est utilisée à San Francisco, Brooklyn, puis Saint-Quentin, Villeneuve d'Ascq. Est-ce normal que Booking donne les données de notre carte bleue à un autre prestataire? Est-ce normal que la banque n'avertisse pas ses clients au moins par SMS quand il y a des prélèvements importants sans avoir fait son code? Waouh! Témoignage Il y assez a fort. plusieurs questions en une Ouais, il y seule. a plusieurs questions. Moi, je quelques instants pour la première partie. Quand on prévoit de faire un achat sur Internet, une commande ou un règlement comme celui-là, tenter, autant que faire se peut, de s'assurer de la chaîne. À qui va-t-on payer? Quel est le bénéficiaire final? Je ne pense pas, alors je connais pas les détails pour Booking, mais je ne pense pas que Booking soit le bénéficiaire final, puisque au final, c'est une réservation prise auprès d'un hôtel à l'étranger. Donc, vraiment essayer d'avoir cette cartographie, ce schéma en tête avant tout règlement pour savoir où va son argent. Et derrière, bien entendu, vérifier très régulièrement ses relevés de compte. Et je peux me permettre la seconde partie. Est-ce normal que la banque n'avertisse pas ses clients, au moins par SMS, lorsqu'il y a des prélèvements importants sans avoir fait son code? Lorsqu'il y a des prélèvements importants sans avoir fait son code, nous sommes garantis par la loi. C'est-à-dire que la banque doit nous rembourser. Parce qu'encore une fois, le processus, c'est l'authentification forte. S'il y a des opérations réalisées à distance sans authentification forte, par principe, si on les conteste, il y a l'automaticité du remboursement. Sans authentification forte, l'opération ne doit pas exister et n'aurait jamais dû exister. D'accord. En tout cas, Aurore, on espère avoir répondu à votre question. On me fait signe, on en prend encore quelques-unes, ça n'arrête pas. Allez, je crois qu'on est ravis aussi de pouvoir vous aider et de répondre aux questions. Alors, on prolonge un petit peu cette conférence. Alors, question de Steve sur Livestorm. Un commissariat ou une gendarmerie peuvent-ils légalement refuser de prendre une plainte en cas de tentative de refus? Comment réagir? Alors, il fait partie des pouvoirs d'un service de police ou de gendarmerie d'estimer ou d'apprécier l'opportunité de prendre la plainte. Néanmoins, des instructions côté gendarmerie ou police ont été rappelées récemment pour encourager les services à prendre plainte, mais effectivement, quand les éléments constitutifs d'une infraction ne semblent pas être réunis, la personne, l'officier de police judiciaire qui accueille la victime a la possibilité de refuser. Maintenant, une autre possibilité peut s'offrir à la victime, c'est de transmettre un courrier circonstancié au parquet dont il dépend au niveau de son domicile. Là, il s'adresse directement à l'autorité judiciaire qui appréciera, au vu des éléments indiqués dans la lettre plainte, si elle donne suite ou pas en saisissant judiciairement un service de police ou de gendarmerie. Alors, il y a aussi une autre piste qu'il a, l'arme thermonucléaire pour avoir un dépôt de plainte, c'est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Mais la constitution de partie civile, ça veut dire qu'on va saisir directement le doyen des juges d'instruction qui va désigner un juge d'instruction qui va mener une enquête. Donc là, l'institution et policière et judiciaire sont obligés de faire. Simplement, c'est très lourd, très coûteux, et rien ne vous empêchera un juge d'instruction de vous envoyer le 13 août au soir, une lettre recommandée vous indiquant qu'il a terminé ses investigations et que vous avez une semaine pour vous opposer au non-lieu qu'il a décidé. Donc c'est ce genre de choses que l'on risque d'avoir. Mais je crois qu'effectivement, c'est les trois éléments de cascade. C'est-à-dire que... Et ça, simplement, pour le parquet, c'est le procureur. Tout bêtement, le procureur, au pire, vous écrivez au procureur à l'adresse du tribunal judiciaire le plus proche de chez vous. C'est
je me permets juste, Oui, au oui, bien parquet, sûr. le procureur, une lettre un petit peu développée, si jamais on est face à un refus dépôt de plainte par un service de police ou de gendarmerie. Et puis pour en revenir aux gendarmes aussi, Laurent, on a quand même maintenant la gendarmerie qui est très au fait de tout ce qui est cybercriminalité. Maintenant, Il y a aussi un autre mécanisme, il y a les mécanismes de dépôt de plainte simplifié, de pré-dépôt de plainte par Internet. Donc en fait, les choses ont beaucoup évolué et le dépôt de plainte est a priori plus facile actuellement qu'il ne l'était il y a quelques années. Voilà, la police nationale a mis en ligne il y a quelques mois maintenant, et cette plateforme, cette possibilité, bien entendu, fait partie du parcours d'assistance victime de cybermalveillance VFR, une orientation vers la plateforme Thésée, qui permet aujourd'hui de déposer plainte en ligne pour un certain nombre d'infractions liées à la cybercriminalité. Et tout ça, on le retrouve sur votre... Voilà, et on a également la possibilité d'être orienté vers la plateforme Perceval, qui est pilotée par la Gendarmerie nationale pour tout ce qui concerne les signalements suite à une fraude aux moyens de paiement. Donc tous ces services existent, surtout allez sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr parce que vous allez avoir le condensé de toutes ces informations. En régie, encore une petite dernière, malheureusement on est obligé de vous quitter. Question de Manon. Conseillez-vous de distinguer le compte récepteur du salaire ou toute rentrée d'argent mensuelle du compte courant rattaché à une carte bancaire? Moi, j'aime bien, c'est le terme distinguer parce que voilà, la sécurité, c'est aussi parfois de séparer certains de nos usages. Qui répond à Manon? Pourquoi pas? Est-ce une fin en soi? Éventuellement, si la carte bancaire a un plafond, même si vous n'avez pas l'argent sur votre compte bancaire, eh bien, vous serez à découvert, en quelque sorte. C'est-à-dire que cette distinction n'est pas nécessairement une obligation. Je pense que plutôt que de se compliquer de la sorte à essayer de jongler entre des comptes, et pourquoi pas, c'est, comme on l'a dit, la vigilance. C'est parce qu'on est vigilant, parce que la clé, parce qu'on est détenteur de l'information finale qui va générer la fraude, que l'on sache que jamais on ne demandera cette information et de jamais la transmettre. Ce qui peut éviter d'avoir à jongler de la sorte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations. On espère vraiment avoir répondu. Alors, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions et on en est vraiment très malheureux, mais il faut qu'on se quitte. On se retrouve bientôt pour d'autres conférences. Et surtout, allez sur cybermalveillance.com.gouv.fr, bien entendu. Et un grand merci à Béatrice, Clémentine, Nicolas et voilà Amandine pour la régie. Pour toute l'organisation et le bon déroulement de cet événement. Voilà. Un grand merci, oui. On était ravis. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.